nous sommes là pour parler du lin pendant ces 3 quarts d'heure, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, le lin pour planter le décor. Le lin, c'est 0,4% du textile mondial. Donc il faut comprendre que c'est une spécificité française, puisque la France est le premier pays cultivateur de lin au monde, et sur voilà, une parcelle bien précise. Donc on vous en parlera après au niveau de la culture. Alors on est leader au niveau de la culture. Par contre, après, au niveau des étapes de transformation, malheureusement, 80% de cette culture part en Asie pour être transformée, donc filée, tissée, confectionnée, et revient souvent sous forme de tissu ou de produits finis en Europe. Donc, on va discuter des solutions qui existent pour pouvoir travailler le lin de la façon en circuit le plus court possible, des challenges et des enjeux justement liés à cette filière lin. Alors au niveau de la culture, je passe la parole à Pauline qui est de l'association Lin et Chanvre Bio. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais parler du lin chez l'agriculteur ou agricultrice. Comment ça se passe? Donc c'est déjà la première étape. Donc, je vais parler, même si le nom de mon association, donc on travaille surtout sur le lin bio, mais là je vais parler du lin de manière générale. Donc en fait en France il y a environ 100 000 hectares de lin qui est concentré sur une bande en fait entre, donc c'est au niveau européen c'est entre Caen et Amsterdam. Donc en France on retrouve du lin en Normandie, dans les Hauts-de-France, qu'on est dans une région productrice, et en Île-de-France. Pourquoi est-ce qu'on retrouve le lin uniquement sur ces territoires? C'est qu'en fait on a un contexte pédoclimatique, donc c'est-à-dire un couple, on va dire sol et climat, qui permet la culture du lin. Donc en fait, il faut des sols qui soient idéalement profonds, limoneux, avec pas trop de cailloux, tout ça pour aussi les machines et pour que le lin pousse bien. Et pour la météo, on a besoin en fait vraiment d'un climat. Je viens de Normandie, donc vraiment le climat normand c'est parfait, parce que l'été on a besoin d'une alternance de pluie et de soleil. C'est ce qu'on a sur ces territoires-là. Et il y a un troisième élément qui est très important pour faire du bon lin, c'est les savoir-faire. Donc notamment les savoir-faire de l'agriculteur. Donc ce sont des régions historiques en fait de production du lin. Donc ça fait des années qu'on produit du lin, qu'on sait comment faire. C'est une culture très exigeante au niveau agronomique. Donc c'est une culture c'est ce qu'on appelle une culture de printemps. Ça va être semé en fait en ce moment. Donc les semis ont déjà commencé en mars, de mi-mars à mi-avril en gros. Et donc en fait on met 2000 graines par mètre carré. On attend que ça pousse presque. Et donc une des étapes que tout le monde peut avoir en tête sur le lin, c'est la floraison. Donc c'est très beau. Si vous en avez jamais vu, je vous invite à vous promener dans des champs de lin en juin. Donc c'est là où on voit les fleurs le matin, les fleurs de lin qui sont un peu bleutées et violettes. Et ensuite on a une récolte qui se déroule en plusieurs étapes. Le blé c'est simple, on moissonne et on a nos grains. Le lin, en fait, on a plusieurs machines très spécifiques pour le lin. Donc on a ce qu'on appelle une arracheuse, donc qui va vraiment arracher toute la plante, c'est-à-dire les racines, la tige, à un moment où la plante est à maturité, donc elle a aussi des graines. Donc ça c'est autour du 14 juillet en général. Ensuite on va retourner le lin. Donc en fait à partir de l'arrachage, c'est ce qu'on appelle le rouissage du lin. Donc c'est là où on a besoin d'une alternance pluie et soleil, d'humidité mais pas trop, pour en fait commencer à dégrader la fibre de lin et séparer on va dire les fibres longues qu'on va réutiliser ensuite, qu'on va utiliser dans la filière pour le textile, de ce qu'on appelle un peu du bois en fait de lin. Et donc cette étape-là, elle est très dépendante des conditions météo.
Le rouissage peut se faire en 15 jours comme il peut se faire en 2 mois. Donc c'est vraiment là aussi où interviennent les savoir-faire de l'agriculteur et du tailleur, qui est l'étape suivante. Et donc ensuite, on retourne ce lin aussi pour qu'il soit le plus homogène possible. Et il va être enroulé. Donc ça, en général, c'est fin août, septembre. Et une fois qu'il est enroulé, en fait, ce lin part sous forme de balle chez un tailleur. Donc les tailleurs, en général, c'est la première étape en fait de transformation hors champ. Et c'est vraiment un couple. Les tailleurs forment un couple avec l'agriculteur, puisque c'est eux qui vont. Ils sont locaux, ils sont proches en fait de la parcelle, proches du champ. Ils peuvent aussi apporter des conseils pendant toute la croissance du lin. Et c'est eux qui vont séparer mécaniquement les fibres et qui vont extraire de la paille de lin. Ils vont extraire ce qu'on appelle les fibres longues. Donc les fibres longues, c'est ce qui va partir ensuite en filature pour faire, on va dire, des fils plutôt fins pour, in fine, obtenir des t-shirts. On va avoir ce qu'on appelle des fibres courtes ou des étoupes qui vont former des fils un peu plus grossiers. Et on récupère aussi les graines du lin. On récupère aussi des anas, des petites poussières, etc. Donc on a tendance à dire que le lin, c'est une plante zéro déchet, puisqu'on récupère toutes les parties en fait, du lin, de la racine jusqu'à la graine. Et je voudrais préciser que du semis, même avant le semis, jusqu'à l'enroulage, on est vraiment, les agriculteurs sont assez dépendants de la météo. Donc c'est une plante qui pousse bien sous nos latitudes, mais il faut savoir que selon les épisodes de gel, les épisodes de pluie ou sécheresse, on peut avoir des récoltes assez aléatoires et donc des qualités assez différentes d'une année sur l'autre. Donc là, par exemple, en 2020, 2021, c'était des années compliquées pour des raisons différentes. 2020, on avait des épisodes de sécheresse, les fins de printemps-été, qui ont perturbé la croissance du lin et qui ont fait qu'on avait des fibres, du lin qui n'étaient pas très haut. Normalement, on s'attend à ce que le lin fasse 1 mètre de haut. Il pousse en 100 jours, il fait 1 mètre. Et là, on avait des lins qui faisaient plutôt 70 à 81, voire 90 cm. Donc ensuite, c'est pas forcément facile de le travailler par la suite. Et puis en 2021, on a eu l'inverse, un été très humide, ce qui a favorisé le développement de champignons, de bactéries, et donc ce qui a aussi impacté la qualité en fait des fibres de lin. Donc ensuite, la filière doit s'adapter à ces aléas climatiques naturels. Voilà. Merci Pauline. Donc après le teillage, on a les étoupes qui vont partir en filature, notamment chez Safilin. Voilà, donc Safilin, donc filature de lin depuis plus de 250 ans. On est toujours implanté donc au cœur de la région de culture du lin, ici dans les Hauts-de-France. Notre siège social et notre usine historique est à Sailly-sur-la-Lys. On est pour faire la continuité, donc on achète nos matières premières qui sont des fibres longues de lin au teillage, qui sont aussi ici en région de culture. Et cette fibre longue, on va la peigner. C'est la première étape pour bien retirer les impuretés qui peuvent rester, les anas, le bois, la poussière. Donc on la peigne. Ensuite, on va en faire des rubans qu'on va mélanger, qu'on va étirer pour donner une mèche. Il faut comprendre que cette étape de mélange, en fait, cette préparation, c'est très crucial parce que c'est ça qui va faire la qualité d'un bon fil. Et après, avec un bon fil, on va avoir des gains de productivité à tous les maillons de la filière parce que ça va moins casser, il y aura moins de pertes, moins de temps d'arrêt machine. Et après, à l'utilisation finale du produit, ça va faire des lavages successifs avec une meilleure tenue du produit. Et même des fois, vous avez peut-être hérité des draps en lin de votre grand-mère. Ça peut même passer les générations.
Et tout dépend de la qualité en amont, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, mais en amont, c'est très important, c'est les mélanges et le choix des matières premières pour pouvoir faire un fil d'une qualité homogène, quels que soient les aléas climatiques, comme a expliqué Pauline. Le travail du filateur, c'est de gommer ces aléas climatiques pour garantir à nos clients tricoteurs et tisseurs un fil de qualité homogène, stable, quelle que soit la météo, s'il y a eu trop d'eau ou pas assez. Parce qu'on fait des mélanges, dans un fil de lin, il y a à peu près une vingtaine de numéros de lots. Donc un lot, c'est un champ différent, donc de champs en provenance de Caen et Amsterdam sur cette zone européenne flax, et aussi de millésimes différents. Parce qu'en stock, on a des millésimes, des récoltes qui remontent jusqu'à 2016. Voilà, donc cet assemblage, c'est très important. Cette préparation, et après donc les rubans sont transformés en mèches et les mèches sont encore affinées, donc avec la filature au mouillé pour avoir les titrages les plus fins pour l'habillement, le textile. Il y a la filature au sec pour plutôt les débouchés d'ameublement et de décoration ou de ficelle, et ensuite c'est twisté. Et c'est le bobinage au final. Donc en fait, c'est beaucoup d'étapes pour faire un fil qui dépendent énormément de l'homme et de son savoir-faire. Parce qu'il faut comprendre qu'une filature de lin, c'est 10 fois plus de main-d'œuvre qu'une filature de coton. Et ça demande d'utiliser tous les sens de l'opérateur, parce qu'il faut ça se sent, le lin a une odeur, le lin a faut le voir à la vue, il faut qu'on voit les défauts. Au toucher, il y a des gestes à avoir et des réflexes. Voilà. Et c'est vraiment une matière vivante, le lin, et ça, à tous les maillons de la transformation, ça demande énormément d'exigences, de la culture jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, tous les maillons de la filière sont représentés, et à chaque étape, on peut vous expliquer en quoi le lin est unique dans son process, dans son traitement, et aussi dans ses propriétés, parce que les propriétés du lin, bien sûr, c'est thermorégulant, c'est isolant, c'est léger, et c'est bon pour la santé et bon pour l'homme. Voilà. Donc au niveau de la filature, nous on travaille avec tout un écosystème de tricoteurs, tisseurs et ennoblisseurs teinturiers, dont la société Bugis fait partie. Voilà. Et donc pour le tricot, on rajoute de la paraffine pour que ça puisse passer dans les métiers à tricoter. Je te passe la parole pour la suite. Oui, merci. Bonjour. Donc Bugis, nous sommes fabricants d'étoffes en maille. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on sait que le premier textile, je crois, développé par l'homme remonte à plus de 30 000 ans, et c'était à base de fibres de lin. Paradoxalement, la plupart de l'amont de la filière, donc des fabricants tricoteurs d'étoffes en maille, comme c'est le cas de Bugis, s'intéressent à ces fibres biosourcées de façon générale, et plus particulièrement le lin, depuis à peu près 4 ans. Pourquoi cette anomalie, a priori? Eh bien parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a une tradition très forte dans le domaine donc des tissus liés à des utilisations de vêtements pour le coton, bien entendu. Alors, ceci dit, on note, nous, très très nettement qu'il y a une demande de plus en plus forte depuis 3-4 ans autour de ces matières biosourcées comme le lin. Et elles permettent, je vais pas revenir sur ce point, vous l'avez compris, vraiment de participer à notre niveau, au niveau de la transition écologique, compte tenu de toutes les vertus de cette fibre. Et sur l'aspect tricotage, ce que nous maîtrisons, nous, on est convaincus que cette matière permet vraiment de donner une nouvelle dimension
au tissu en lin, au-delà des usages classiques que vous connaissez dans le domaine du linge de table, linge de maison en général, ou la classique chemise en lin. Et pour ce faire, on doit travailler, vous le savez, dans le textile, on est dans une logique de filière, et qui dit filière dit de l'amont à l'aval des compétences qui sont totalement complémentaires. Et pour ce faire, on a la chance en France de disposer d'une dynamique assez récente. Tu l'as évoqué tout à l'heure, cette première dynamique, c'est la reconstruction d'une filière digne de ce nom, où on va passer par du réapprentissage de savoir-faire qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure en préambule, ancestraux, mais avec des initiatives comme celle de Safilin, qui vise à reconstruire des unités de fabrication, en l'occurrence la filature, mais qui conserve et développe ces fameux savoir-faire. Et grâce à ça, ça nous permet également de pouvoir travailler en co-développement avec Marion qui est à mes côtés, et sans tomber dans la flagornerie. Lorsque Marion a lancé, a développé sa marque 100% lin, elle est venue nous rencontrer en agglomération troyenne, et c'est grâce à sa demande, à sa motivation et à sa stimulation auprès de nos équipes qu'on a pu travailler et développer une matière une fibre qui a priori fait un peu fuir les tricoteurs. En deux mots, sans tomber dans la caricature, le tricotage, vous le savez, c'est des liens, on fait des boucles. Autant le tissage, bon, c'est du chêne et trame, donc il y a une approche technique qui est moins complexe avec des fibres sèches comme le lin. Mais en tricotage, c'est une autre paire de manches. Et c'est vrai que le tricotage n'aime pas les armures trop compliquées. Mais malgré tout, justement avec des demandes bien précises, parce qu'encore une fois, Marion est en contact avec la demande du marché, qu'elle souhaite apporter une offre différenciée sur ce marché de la mode, cela nous a permis de travailler avec nos ingénieurs et de développer des matières, donc avec des déclinaisons en jersey, en molleton, en piqué bientôt, qui au premier abord, lors des premières réunions qu'on a pu avoir avec Marion, ça se terminait avec nos techniciens, non, c'est une bonne idée mais c'est pas possible. On l'a déjà essayé, c'est pas possible. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que cette démarche, justement, sur une sorte de redécouverte de ces fibres qui ont énormément de vertus, avec cet accompagnement d'une relocalisation de l'outil et des savoir-faire en France, fonctionne parce qu'il y a un peu à l'image de nous tous autour de cette table, il y a vraiment un travail en commun qui prend du temps, mais à partir du moment où on a l'envie d'y arriver, qu'on se fixe des objectifs, ça permet d'avancer et d'apporter une offre qui est aujourd'hui, je dirais, quasi unique. Il y a une histoire à raconter autour de la matière lin, dans le domaine de la mode qui nous intéresse, et pas seulement, puisque on a également une activité d'application technique, et le lin rentre, vous le savez également, dans des applications techniques, matériaux composites et autres, et il y a vraiment une très très belle aventure à vivre ensemble pour justement apporter autre chose que cette image pas toujours très sexy, passez-moi l'expression, de l'industrie textile, qui est souvent synonyme du coton. Et derrière le coton, en tout cas quand on parle des fibres naturelles, derrière le coton, vous êtes tous et toutes au courant de l'image très souvent très négative qui est associée en termes de RSE. Merci Bruno. Donc moi je suis en bout de chaîne, puisque moi je fabrique. Et donc, je travaille beaucoup avec lin et chanvre bio, donc avec les agriculteurs, Safilin, donc à qui j'achète le fil, et Bruno qui tricote le fil. Il nous manque la partie ennoblissement et teinture, et on aurait toute la filière qui serait représentée. Donc voilà, je pense que je vais redire un peu ce qui a été dit avant. Donc moi, j'ai choisi le lin parce que je voulais faire du local, je voulais une matière première locale et écologique. Et je voulais vraiment travailler une matière qui permette de sauvegarder des savoir-faire et de maintenir les emplois en France. Pour moi, c'était super important.
Donc, j'ai pas choisi le lin par goût au départ, c'est parce que je voulais vraiment du local. Et c'est en fait en rencontrant la filière que je suis tombée amoureuse de la matière. Et en fait, la filière, c'est vraiment pour moi ce qui est important, et c'est vraiment ce qui a été dit avant, c'est que s'il y a un des maillons de la filière qui ne fait pas correctement son travail, ben moi, je n'aurai pas un produit de qualité à proposer et j'aurai un produit qui n'a pas d'histoire. En fait, ce qui est beau dans ce que je fais, c'est pas tant le fait de réussir à faire un t-shirt en lin, c'est de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc, ce que disait Pauline tout à l'heure, semer une graine de lin, c'est pas si simple. Il faut la semer au bon moment, il faut la semer à la bonne profondeur, avec la terre à la bonne température et une météo avant et après qui soit correcte. Donc ça, c'est déjà, voilà. Donc moi, je passe du temps avec les agriculteurs dans les champs pour comprendre comment ça marche. Et je m'émerveille à chaque fois, chaque année, quand je vois la façon dont ils travaillent et à quel point pour eux c'est naturel. Mais en fait, quand on regarde de l'extérieur, on se dit c'est vraiment compliqué. Et il y a vraiment un super savoir-faire. Ensuite, quand ça arrive chez Safilin, c'est la même chose. J'ai eu la chance de visiter la filature au mouillé de Safilin. Et c'est pareil, on voit que... Alors, j'ai un peu zappé les tailleurs là, quand même, qui quand même ont un travail aussi très important, avec pareil un contrôle, le travail, le rôle de l'homme est super important. Le lin, c'est vraiment quelque chose qui est pas très les machines ne sont pas très automatisées, donc il y a un contrôle humain à toutes les étapes. Le tailleur, c'est pareil. Le tailleur, il va contrôler à la main, il va éliminer il va sortir les fibres longues qui n'ont pas la bonne couleur, qui n'ont pas la bonne consistance. Et quand on arrive chez Safilin, c'est pareil. Moi, j'ai été émerveillée par le nombre de personnes qui sont derrière les machines à contrôler en permanence. Tout le cycle de production du fil pour vérifier en fait qu'on aura la qualité que vend Safilin et qui fait votre réputation finalement. Et c'est vraiment ces hommes et ces femmes qui sont derrière les machines et qui ont la connaissance. L'odeur, cette odeur du lin, elle est quand même juste magique. La couleur, et c'est vrai qu'on voit, et ils nous montrent d'un lot à l'autre la différence de couleur, et on voit même le travail de celui qui va aller choisir quel lot mélanger avec quel lot pour être sûr d'avoir un fil de qualité. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et donc, après ça, donc on arrive chez le tricoteur et c'est pareil chez Bruno. Moi, quand j'ai rencontré les équipes, quand j'ai vu les machines, et donc moi j'arrive et j'ai envie de faire toujours mieux, toujours différent, de montrer qu'avec le lin on peut faire plein de choses. Et là on voit que oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui a envie d'essayer, qui a envie de passer du temps à faire les réglages sur les machines, parce que c'est pas juste on dit à l'ordinateur je veux faire un jersey plus lourd, je veux faire un piqué, je veux faire un molleton. Faut essayer. Alors le fil, peut-être qu'un jour il permet de le faire, le lendemain il permet plus. Donc c'est pareil. Là il faut vraiment une volonté. En fait, c'est des savoir-faire et une volonté. Et je pense que ce qui nous unit vraiment dans cette filière, c'est qu'on le fait parce qu'on aime la matière. En fait, c'est pas juste on fait. Enfin, c'est vraiment si on n'aime pas la matière qu'on travaille, on n'y arrive pas et on n'avance pas. Et nous, je pense que si on arrive tous ensemble à faire avancer la filière, c'est parce qu'il y a un vrai amour pour la matière et un vrai envie de développer la filière et de faire avancer la matière. Et moi, en fait, avec ma toute petite marque, moi, je suis vraiment sur Moi, je fais vraiment de l'intemporel, je fais du t-shirt, je suis vraiment dans le consommer moins et mieux, je fais des couleurs sobres, des formes qui sont simples, je diversifie la matière. En fait, moi, je suis partie du principe que j'utilisais une matière naturelle, donc c'était à moi de m'adapter à elle. Donc, quand j'utilise du lin conventionnel et beaucoup de lin biologique. Donc, le lin bio, donc toute petite, Pauline vous en parlera après, c'est très petit dans notre production en France. Et la particularité, c'est que comme c'est tout petit, on ne fait pas beaucoup de mélange. Alix expliquait l'importance du mélange pour avoir un fil de qualité. Comme on ne peut pas faire beaucoup de mélange, on ne peut pas assurer une qualité aussi importante et régulière finalement que sur le lin conventionnel. Moi, je voudrais utiliser que du bio, mais voilà. Donc le lin, c'est une matière première naturelle, donc je fais ce que je peux faire avec le fil. Et quand je peux faire du jersey avec le lin bio, je fais du jersey. Si je peux pas, je vais faire du jersey quand même. On va mettre 2 fils, 3 fils, 4 fils. On va le tricoter différemment. Et puis, on va continuer à utiliser du lin conventionnel avec une qualité régulière pour faire les choses qu'on ne peut pas faire avec le bio. Mais bon, donc il y a quand même des spécificités sur le bio. Je vais laisser Pauline vous expliquer tout ça. Donc en fait, le lin bio, on en fait, les premiers liniculteurs qui ont fait du lin bio, c'était en 2005-2006. Donc c'est assez récent en fait. Et aujourd'hui, il y a une centaine d'agriculteurs seulement, j'ai envie de dire, qui font du lin bio. Donc c'est moins de 1% en fait de la production de lin.
en 2022, on devrait être autour de 1000 hectares, en fait, à peu près, en certifié bio et en conversion bio, parce que quand un agriculteur décide de passer en agriculture biologique, il convertit ses parcelles et il a 2 ans de conversion. Et ensuite, il est certifié agriculture biologique. Et en fait, ces surfaces-là, elles ont été multipliées par 6 en 6 ans. Donc il y a une vraie dynamique. Il y a beaucoup de surfaces en conversion. Et ça intéresse énormément la filière. En fait, il y a une vraie demande de la part des consommateurs d'avoir du lin bio. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout assez de surface et donc de matière pour répondre à cette demande. Donc on est vraiment dans un marché spécifique. Mais en fait, ce qui se retrouve aussi sur le lin de manière générale, il y a une très forte demande pour du lin et les surfaces actuelles ne répondent pas à la demande. Donc c'est vraiment en développement et ça demande d'autant plus aussi de techniques de la part des agriculteurs, d'agronomie, pour insérer le lin correctement dans les rotations, puisque quand on a du lin bio, en fait, toutes les autres cultures sont bio. Donc le blé, les céréales... si on a de l'élevage, tout l'élevage, etc. Donc c'est vraiment, ça pose d'autres difficultés en fait aux agriculteurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on a peu de matière. Et en plus le lin, donc les bassins lignés sont aussi dans des régions de France où on a peu d'agriculture biologique pour diverses raisons. Mais c'est aussi ça qui freine le développement finalement du lin bio. Et donc à l'association, on travaille à accompagner les agriculteurs pour développer cette culture et transmettre aussi les savoir-faire, les compétences et diffuser ces compétences-là auprès des agriculteurs pour fournir la demande, pour répondre à la demande et fournir le marché. Mais effectivement, on est d'autant plus soumis aux conditions climatiques qui peuvent entraîner des problèmes sur les récoltes. Voilà. Alors, au niveau du dynamisme de la filière, il y a d'autres initiatives pour aider à valoriser justement la filière lin et à rendre au lin ses lettres de noblesse. C'est tout ce qui est mis en place par rapport à la traçabilité et au calcul d'impact environnemental, et aussi dans l'objectif de répondre à la loi sur l'affichage environnemental qui va bientôt s'imposer à la filière textile. Donc la filière lin est pilote et précurseur, donc dans le cadre du comité stratégique de filière mode et luxe notamment, pour calculer à chaque maillon. Donc on a commencé par l'amont, par la partie culture, le calcul d'impact environnemental de la fibre longue de lin. Donc aujourd'hui, à l'initiative de la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre, c'est eux qui ont travaillé avec tout l'écosystème des agriculteurs et tailleurs pour pouvoir collecter ces données et pouvoir alimenter toutes les bases de données, notamment de l'ADEME ou d'autres, qui aujourd'hui n'avaient pas de référentiel par rapport au lin et copiaient beaucoup de choses par rapport au coton. Mais maintenant, la filière fait ce travail pour pouvoir vraiment afficher et communiquer sur le véritable impact environnemental de la filière lin, en commençant par l'amont. Donc c'est un travail de longue haleine, ça a mis plus d'1 an pour sortir les données au niveau de la culture, les faire vérifier pour qu'ils soient robustes, non contestables, et puis qu'ils puissent être maintenant utilisables par tous. Vous pouvez les retrouver sur le site de la CELC, europeanflax.com. Ils sont téléchargeables. Et c'est un premier pas pour nous, après, qui arrivons sur le maillon de la filature. Pareil, on est en train de finaliser. On a toutes nos données de calcul d'impact et on va pouvoir donner au maillon suivant les données pour qu'on consolide tous les maillons et qu'en fin de filière et dans des bases de données aussi qui seront accessibles, les marques puissent calculer l'impact environnemental de leur pays, de leurs produits
selon les pays, parce qu'on le fait aussi au niveau européen, on le fait avec la méthodologie du PEF, qui est le référentiel qui a tendance qui va s'imposer au niveau européen, puisque c'est fait en partenariat avec l'Europe, pour être que chaque pays n'ait pas son référentiel, mais faire les choses de façon concertée. Et tout ça, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir donner un éclairage aux consommateurs et les outils marketing et l'argumentaire robuste aux marques pour justifier de l'impact environnemental du lin et vraiment le repositionner par rapport à d'autres matières ou d'autres circuits qui sortiraient hors Europe. Aujourd'hui, on est précurseurs, donc on est les seuls à fournir ces données. Il faut que les autres filières fassent la même démarche pour que les choses puissent être comparables les unes par rapport aux autres. Mais la dynamique est lancée. Les choses vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, en ce moment, à Paris, il y a une réunion interfilière pour trouver les outils informatiques qui vont pouvoir permettre aussi bien au lin, à la laine, au coton, au cuir, aux accessoires, d'harmoniser leurs besoins. Et les outils informatiques qui vont supporter cette traçabilité, ce calcul d'impact environnemental. Voilà. Donc là, les choses avancent. La CELC va communiquer au fur et à mesure. Et ça va être bénéfique pour toute la filière lin parce que ça va vraiment prouver son juste positionnement. Et j'insiste sur le point que tu viens d'évoquer. C'est un point qui est fondamental parce que vous le savez, l'industrie textile, elle s'est construite et elle fonctionne encore sur la culture du secret. Moins on communique, moins on dévoile ses sources d'approvisionnement, mieux on se porte, puisque ça permet de pratiquer les marges qu'on souhaite pratiquer. Et j'en dirai pas plus. À l'inverse, avec cette matière biosourcée comme le lin, vous avez cette fantastique opportunité d'avoir un discours non seulement totalement transparent, mais totalement bienveillant vis-à-vis de l'opinion publique. Et vous savez qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'opinion publique demande, quel que soit le produit consommé, nous parlons du textile, mais c'est la même chose dans l'alimentation, demande de la traçabilité, demande de la transparence, demande finalement du sens lors de l'acte d'achat. Pourquoi je vais mettre tant d'euros dans tel produit et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et comme tu l'as dit, cette fibre de lin, elle coche toutes les bonnes cases à ce niveau-là, puisqu'on peut remonter jusqu'au cultivateur. Et demain, grâce, comme je l'évoquais tout à l'heure, à cette relocalisation de la filière française textile, on fonctionne dans un cercle vertueux. Produits cultivés en France, récoltés en France, transformés sur le territoire français, tissés, tricotés, teints, également sur le territoire français. Et enfin, j'ajouterais un élément qui est très important également avec la fibre de lin, qui est une fibre particulière et qui réagit très bien à la teinture végétale. Ça, c'est une expérience qu'on a développée maintenant depuis à peu près 2 ans avec un de nos partenaires teinturiers dans la région troyenne. Et autant sur une base coton, la résistance à la lumière et au vieillissement est plus compliquée, autant le lin réagit très très bien à la teinture végétale. Donc vous voyez, on peut aller encore plus loin pour proposer aux consommatrices et aux consommateurs un produit qui est vraiment, je dirais, qui coche la plupart des cases dont on a besoin aujourd'hui en termes d'éco-responsabilité. Merci beaucoup à tous les 4. Oui, on arrive au temps, à la fin du temps imparti, mais surtout, on va garder quelques minutes pour les questions, s'il y en a dans le public. Oui, là-bas, j'arrive. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est possible d'avoir des filières tracées. J'ai une question très concrète. En ce moment, on a beaucoup de tensions sur l'approvisionnement des matières premières et sur l'inflation. Qu'en est-il pour le lin ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement et quelles sont les augmentations de prix auxquelles nous allons devoir tous faire face ?
C'est plus pour toi, ça, non? Enfin, c'est pour nous tous, en fait. Mais... Alors, la réalité du marché du lin, c'est comme c'est une fibre qui est très plébiscitée, l'augmentation de la demande est supérieure à l'augmentation de l'offre. C'est vrai que ces 2 dernières récoltes en plus ont été, il y a eu des faibles rendements, ce qui accentue en plus l'écart. Et aujourd'hui, le prix du lin, le prix du fil de lin est à peu près au même niveau que le prix du fil de laine. Donc, pour donner un ordre d'idée. Donc, il faut être clair que ceux qui, aujourd'hui, veulent se lancer dans une collection en lin, il y a énormément de pédagogie à faire pour expliquer tout le parcours du lin, parce qu'on ne va pas vendre un t-shirt comme ça sans expliquer. Il y a du marketing, voire même carrément de l'ADN de marque, comme Splice, où tout est basé autour de ça. Parce qu'il faut expliquer le prix, et le prix, il va aller, faut pas se mentir, il va continuer à augmenter du fait de cette tension entre le décalage de l'offre et de la demande. D'autant plus que les pays asiatiques et indiens qui étaient transformateurs de lin commencent à devenir consommateurs de lin aussi et captent une partie de la filière. Donc du coup, il y a moins de lin qui revient aussi en Europe parce que c'est un signe extérieur de richesse dans ces pays-là. Donc, quand une marque, nous, c'est ce qu'on accompagne les marques à écrire et à construire leurs projets en lin. Parce que le lin, c'est un achat militant. Voilà, c'est vraiment de l'investissement et il faut donner du sens et faire beaucoup de pédagogie parce que ça va devenir, c'est déjà une exception, ça va devenir encore plus. Non, ce qui est intéressant, c'est que le lin est la seule filière en France où on a vraiment de la plante jusqu'au produit fini. En fait, il n'y en a pas d'autres. Et c'est ce que vous disiez, aujourd'hui, le consommateur est devenu citoyen et veut savoir qui a fait son produit, comment il a été fait et qui l'a fait. Et aujourd'hui, de par cette filière, c'est la seule où on peut savoir d'où il vient, comment il a été fait et qui l'a fait. Et là, vous avez une filière complète, en fait, transparente et traçable. Et aujourd'hui, avec l'étiquetage environnemental qui va se mettre en place avec l'ACV, avec votre filière et avec ce que vous avez mis en place au niveau de vos ACV, en fait, vous allez accentuer l'utilisation de ce produit et ça va permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser plus facilement. Il manque maintenant juste la dernière filière, c'est le produit fini. La deuxième chose, c'est, puisque vous parlez de textile, de teinture végétale, sur la Tissutech, on a justement un bureau qui est dans le Perche, qui travaille avec le lin et les propriétaires de Safilin connaissent bien, parce qu'ils vont chercher leurs draps là-bas, dans le Perche. Et ils sont vraiment spécialisés sur la teinture végétale et ils développent de très très belles choses à partir de teinture végétale. Ça s'appelle lin perché. Et je vous invite à aller voir et vous verrez qu'à partir du lin, on arrive vraiment à faire de très belles choses et énormément de beaux coloris. Merci pour cette remarque avec beaucoup de positivité. Est-ce qu'on a des questions en ligne rapidement? Vas-y, oui. On t'écoute. Très rapidement, alors on a des questions, notamment sur le lin non bio, afin de savoir s'il y a un emploi beaucoup plus important d'engrais et de pesticides sur ce lin donc non bio. Donc, en fait, le lin conventionnel, il y a tout un éventail de pratiques. Il y a des liniculteurs qui mettent très très peu et d'autres qui mettent un peu plus. En tout cas, le lin certifié agriculture biologique doit répondre au cahier des charges de l'agriculture biologique, qui est un cahier des charges européen, et donc en fait qui interdit l'utilisation d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires. Ensuite, les agriculteurs conventionnels, en général, s'ils doivent traiter, ils ne traitent pas par plaisir, et donc ça va aussi dépendre du climat, de la météo de l'année, des variétés qu'ils ont, des différents, du contexte en fait de l'année sur le lin, et il y a vraiment il y a tout un éventail de pratiques en fait. Il y a pas aujourd'hui pour l'instant il n'y a pas forcément de cahier des charges sur le lin conventionnel. Voilà.
Et ce qui est important à rajouter, c'est surtout que le lin, il y a 0 irrigation, qui soit bio ou conventionnelle. C'est que l'eau de la pluie. C'est pour ça que c'est la Normandie jusqu'aux côtes belges. C'est parce qu'il y a beaucoup d'eau naturellement. Et par rapport à une culture de coton, on dit qu'une chemise en lin, c'est 13 bouteilles d'1,5 litre d'eau économisées par rapport à une chemise en coton. Donc ça aussi, l'impact est important. D'accord, merci. Et il y a une dernière question. Parfait. Est-ce que le prétexte du lin bio ne serait-il pas un levier supplémentaire pour encourager la conversion des agriculteurs vers le tout bio? Alors, ça dépend. C'est une réponse de Normande encore. Mais, oui, quand le lin bio... oui, quand le reste en fait, des cultures... Comment dire, le passage en bio se fait vraiment sur toute la ferme, donc va dépendre aussi des marchés des autres cultures. Donc, ça peut être les céréales, ça peut être la betterave, la pomme de terre, le lait. On produit beaucoup de choses sur ces fermes. Donc, le lin peut être un levier pour passer en bio dans un contexte où il va être rémunérateur pour l'agriculteur, déjà, première chose, et dans un contexte aussi où le reste des cultures va être aussi rémunérateur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un tout petit peu moins vrai, puisque si on parle seulement en termes économiques, avec la guerre en Ukraine en ce moment, donc on a vraiment des produits agricoles qui sont très élevés, des prix qui sont très élevés. Donc on n'a pas forcément intérêt à passer en bio par rapport à ces prix-là. Par contre, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui décident de passer en bio pour d'autres raisons qui ne sont pas que économiques, même si la rémunération reste centrale dans la conversion des agriculteurs.